Salut les losers. Bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 8 novembre 2024. Alors on commence avec le tome 5 de Humanimals de Takahiro Kato, série terminée au Japon en 13 volumes. Nous avons sur la couverture, comme à chaque fois, un animal différent, un animal à visage humain, cette fois-ci c'est l'antilope. De quoi parle Humanimals? Pour vous la faire rapidement, la société japonaise paisible, contemporaine, tout à fait normale, dans laquelle subitement les animaux d'un zoo, puis finalement tous les animaux du Japon, se rebellent contre les humains et adoptent progressivement des visages avec des traits humains, des comportements humains et même des voix, des mots, des langages humains. Voilà. On suit les péripéties d'un petit groupe qui essaye de je ne sais pas quoi faire pour rétablir l'ordre, sachant que le protagoniste principal, qui est un lycéen, je dirais, avait une grande amitié avec les animaux, adore les animaux. Est-ce que c'est un bon manga? Je dirais que ce n'est pas un très bon manga. C'est un manga ok, si vous avez envie de vous détendre avec ce genre d'horreur. Voilà, c'est vraiment, ça se lit. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter ça en priorité. Ensuite, le tome 13 de Beat the Vandalbuster. Alors ça c'est de qui? C'est de Riku Sanjo et Koji Inada. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient foutre là, le tome 13 de Beat the Vandalbuster, qui est un manga par l'auteur de Dragon Quest, je crois. Ou un des deux auteurs en tout cas. Eh bien sachez que les 12 premiers bits étaient sortis chez Kana il y a fort longtemps, que je les avais lus, c'est une œuvre que j'appréciais dans ma prime jeunesse. Et le tome 13 est sorti des années après, et je n'avais jamais acheté le tome 13 car l'œuvre ne m'intéressait plus vraiment, sachant qu'au Japon, la parution est extrêmement lente. Là, ils en sont au tome 18, mais bon, nous, ça n'a pas repris depuis des années. Et un beau jour, on nous apprend que les éditions Kana ont décidé d'arrêter cette série. Ce qui me semble tout à fait surprenant. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même terminer au moins les 13 volumes, donc je l'ai prise. Je l'ai pris plutôt, et le lendemain, Kana a démenti. Donc voilà, au moins j'ai le tome 13. Est-ce que je relirai cette série un jour? Probablement, mais peut-être quand l'auteur l'aura terminé. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, Loser, chronique d'un magazine légendaire de Koji Yoshimoto. Alors ça, c'est aux éditions. C'est un petit peu abîmé là. Voilà, aux éditions Akata. Et c'est un tome 1, c'est une série en 3 tomes. C'est ici que la révolution commence, 1965 au Japon. À cette époque, le manga est encore considéré comme un loisir pour enfants. Mais au sein d'une petite maison d'édition installée à l'étage d'un miteux bâtiment en bois, des hommes se réunissent pour tenter de donner naissance à un nouveau type de manga. Fumito Bunji Shimizu, rédacteur en chef du magazine Manga Story, repêche le premier numéro d'un fanzine amateur dans la poubelle. Ou un fanzine. Moi, je plutôt tendance à dire un fanzine, puisque c'est pour les fans, mais bon. C'est un magazine fait par les fans. Et voilà, pour divertir le public. Mais en général, c'est gratuit. L'un de ses rédacteurs, Kazuhiko Kato, sera connu plus tard sous le pseudonyme de Monkey Punch. Le destin se met alors en marche, plongé sans attendre dans l'action passionnante et méconnue qui entoure la création de Manga Action, le premier magazine de publication de seinen au Japon qui a permis à de nombreux auteurs de révolutionner cet art. Et ben on a probablement en face de quelque chose de biographique. Oh là là, ça m'a l'air fort sympathique. J'aime beaucoup ce genre de titre. Donc dès que le tome 3 sort, je me l'ai fait. Ensuite, chez Mangesu, le tome 3 de The Lost Signal and This Communication, de Maruei Rokudai,
Je ne sais absolument rien de ce titre. Je les prends comme tous les mangetsu, mais je n'ai pas du tout commencé. Donc, je ne peux absolument pas vous en parler. D'ailleurs, là, il y a un souci avec les mangetsu. J'en ai plusieurs de retard, là. 2, je crois. Parce que mes libraires ne les ont pas eu. C'est très étrange. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Nine Peaks, le tome 3, Tetsuhiro Hirakawa. C'est un manga qui doit parler de lycéens, de baston lycéenne. Mais regardez, un petit fanion là, c'est sympathique, on n'avait jamais eu ça. Enfin, moi, j'avais jamais eu ça dans un manga. Petit fanion en tissu là. Bon, Nine Peaks, j'ai pas encore lu moi, mais probablement me les ferai-je dans quelques temps. Qu'avons-nous là? Ah, le tome 6 de Welcome Back Alice, qui est parfaitement abîmé. Ah, ça, c'est très étrange. Bon, il faudrait que j'aille le changer. Alors, Welcome Back Alice, vous savez que c'est une série que j'aime beaucoup. Je suis à jour. C'est de Shuzo Oshimi. Ça nous raconte l'histoire de cette personne qui présente une dysphorie de genre, qui était auparavant un garçon et qui se dit aujourd'hui fille, sans avoir fait aucune transition, à ma connaissance, qui va retrouver ce jeune homme qui était son meilleur ami d'école primaire. Maintenant, ils sont au lycée parce qu'il avait déménagé, il est revenu. Donc, Kei, je crois, Kei, qui se fait appeler maintenant Alice. Et le manga joue beaucoup avec les sentiments amoureux et, on va dire, le côté désir sexuel de ce jeune garçon. Tantôt pour une jeune fille dont il était éperdument amoureux auparavant, tantôt pour cette personne-là. Voilà, comme toujours, c'est du Shuzo Oshimi, donc ça aborde des thèmes très précis comme celui-ci, des thèmes dont on ne parle pas forcément souvent dans le manga. Et c'est un manga qui se lit extrêmement vite. Je pense que le Shuzo Oshimi se lit encore plus vite que le Tsutomu Takahashi. Voilà, donc tome 6, le 7e, je crois, en décembre. En décembre ou en janvier? Il faudra vérifier. Et la série sera terminée. Voilà. Donc nous sommes à un tome de la fin de Lien du Sang, son précédent titre, et à un tome de la fin de Welcome Back Alice. J'adore cet auteur. Nous continuons avec le tome 3 de ce spin-off, qui est spin-off de Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baiji. Alors moi j'ai terminé Tokyo Revengers. C'est un shonen qui se lit bien, franchement sans plus, qui parle de Bozozoku, mais qui n'a absolument pas 1% de ce qu'a un Bakuon Reto, parce que nous sommes dans une histoire qui a pour thème le voyage temporel. Le protagoniste principal peut voyager dans le temps, donc disons qu'il a un petit peu raté sa vie à la trentaine, et il voyage dans le temps, dans le passé, à l'âge de 15 ans, je crois, et il va réussir à infiltrer, ou plutôt à intégrer, je dirais, une bande de motards, pour empêcher un drame mafieux survenu une quinzaine d'années plus tard. Voilà. Et ça, c'est le spin-off. Et je ne l'ai absolument pas commencé. J'ai un peu de mal avec les spin-offs. Franchement, je les prends, mais de là à les commencer, il faut vraiment que je sois motivé. Le tome 3 de Tankshare de Manabu Yashiro aux éditions Dark Kana. J'avais lu le tome 1, j'avoue que c'était pas mal. J'ai pas encore trouvé le temps de lire le tome 2, et maintenant c'est le 3. Alors en fait, c'est l'histoire d'un tueur à gages, on va dire le plus grand tueur à gages de son époque, qui est devenu plus que tétraplégique, il est devenu infirme moteur cérébral, je crois. Il est dans le coma. Mais parfois, il a une lueur. Pour X ou Y raison, on lui propose un assassinat. Et à l'aide de sa sœur là, le réveille avec un mot-clé. Alors, ses jambes ne fonctionnent plus, certes, donc il est dans un fauteuil roulant, mais un fauteuil roulant tout à fait adapté aux assassinats. Il a une armure, tout ça. Et il réussit à continuer à perpétrer son œuvre. Voilà.
Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est sympa. Et maintenant, c'est le tome 3 de Super Beast. Alors, c'est marrant, c'est Toy, l'œuvre originale, et le dessin scénario, c'est Niken. C'était sorti exactement en même temps que Tankler, et pareil, j'avais lu le tome 1, et pas le tome 2. Nous avions eu un artbook qui présentait les différentes créatures. C'est un manga sur les kaijus, mais pas que, je dirais, sur des créatures. Des créatures qu'il faut finalement repousser et dont il faut protéger, euh, dont la population doit être protégée plutôt. Euh, Ça parle en fait d'une équipe ultra formée à cette situation et d'un psychologue qui vient l'intégrer je dirais, temporiser un petit peu les ardeurs de ses membres. C'était sympathique, le tome 1 était sympathique, nous avions eu un grand artbook dans lequel on nous présentait les créatures, ouais, pas mal de choses. Là j'ai l'impression que cette personne-là est aussi une des créatures, parfois une forme humanoïde. C'est aux éditions Vega. Vega qui nous fait les Manchuria Opium Squad, un super manga. Donc ce manga était plutôt sympa, maintenant il faut voir ce que va donner la suite. On poursuit avec le tome 10 de Ma Revenante Bien-Aimée. Alors, Ma Revenante Bien-Aimée, je crois que je n'ai lu que le tome 1. C'est aux éditions Mangetsu de Takeshi Wakaza. C'est un enchaînement de sketchs, finalement, qui mettent en scène cet humain et cette mort-vivante qui est sa femme. Voilà. Je n'ai rien à en dire de particulier. C'est loufoque, évidemment, mais j'ai jamais trouvé le courage de lire le tome 2 et on arrive déjà au tome 10. Voilà. Petite série à sketch sans grande prétention. Maintenant, le tome 3 de Crescent Moon, Dance with the Monster de Katsuhiro Fujita. Katsuhiro Fujita, l'auteur de Karakuri Circus, l'excellentissime Karakuri Circus, du un peu moins bon, mais tout aussi intéressant quand même, Moonlight Act. Nous avons actuellement aux éditions Mangetsu sous bouteille de lui, qui est sa dernière série terminée. Et voilà, Mangetsu a décidé de nous la sortir, ce qui est bien gentil. Et puis, sa première série, c'est Ushio et Tora, quelque chose comme ça. Il paraîtrait que nous l'aurions prochainement, ce serait super. Et voilà, maintenant nous avons les Black Museum. Nous avons plusieurs Black Museum qui sont des shonen ou des two-shots. Et maintenant ce manga qui sera en 6 tomes. Alors je ne sais pas de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas encore lu, j'avoue que je me réserve le petit plaisir. Il faut que je vous montre le dessin de Fujita, il est assez particulier. Et moi je l'aime beaucoup ce dessin. Il a vraiment un style qui lui est propre et la force de cet auteur, si vous voulez, c'est le scénario. En tout cas dans Karakuri Circus, c'était vraiment un scénario incroyable. Et c'est marrant comme la France a évolué parce que à l'époque, chez Delcourt Tonkam, non, chez Delcourt tout court, euh, Karakuri ne marchait tellement pas qu'il avait été arrêté vers la moitié. Ça se vendait à même pas 1000 exemplaires. Et là, on l'a plébiscité énormément sur les réseaux sociaux X. Et Meian a fini par le rééditer, à l'instar de Baki. Hein. Voilà, des chefs-d'œuvre, ce genre de manga qu'il nous faut. D'ailleurs, réédité dans son édition la plus parfaite. Vraiment un travail de haute qualité. En tout cas, même le toucher est incroyable. C'est aux éditions Kiun. Je vous conseille, alors je ne vous conseille pas d'acheter cette œuvre-là. Commencez par Karakuri Circus chez Meian et faites-vous votre idée du talent, du génie de Kazuhiro Fujita. Un manga qui s'est fait attendre très longtemps et qui a une résonance particulière pour moi, c'est bien sûr un voyage à l'asile. Un voyage à l'asile. Alors, tiens, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi comme avatar
ce personnage, vous savez, cette espèce d'ours, panda. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire et vous comprendrez pourquoi ce manga peut avoir une certaine résonance pour moi. Par contre, regardez, ça se lit en sens occidental et finalement, il y a de la couleur. Alors ça a l'air d'être quelque chose qui se lit plutôt bien. De quoi est-ce que ça parle? Probablement d'un personnage en asile psychiatrique, mais ça, moi je ne sais pas, ça a l'air d'être beaucoup de petites histoires. C'est de Pam Pam Liu. C'est aux éditions Imo, bien sûr. Pam Pam Liu, est-ce que c'est une personne coréenne? Je ne sais pas, j'ignore tout de Pam Pam Liu, comme vous, bien sûr. Voilà, 15 chapitres, plus de 300 pages. Je lirai et je vous en parlerai. Ensuite, le dernier manga que j'ai pris chez mes libraires, mais pas le dernier que je vais vous présenter, c'est Délusion tome 1. Et je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes, et notamment à la personne qui me l'a conseillé, qui est toujours dans les commentaires de mes vidéos, à savoir la charmante Ténébris Somnia, à qui je fais un coucou, qui, elle, présente des livres, beaucoup de livres sur l'horreur. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle est de qualité. En tout cas, elle m'a conseillé ce tome. Et alors, vous voyez, c'est aux éditions Coda de Albin Michel. Et c'est du grand format. C'est quelque chose de rigide, de très solide. Et en fait, c'est de Hong Jaga. Je crois que c'est une personne coréenne. Et à l'intérieur, nous avons du papier glacé, coloré, sens français de lecture. Voilà, ça peut faire penser un petit peu à un webtoon. Alors, je vais vous lire de quoi ça parle. La vérité que l'on nommait peut-être le plus gros des mensonges. En 1935, à Séoul, les rumeurs courent sur la riche et mystérieuse Madame Song, qui vit isolée depuis des décennies. Elle invite le peintre Io Yun à s'installer chez elle pour réaliser son portrait. Dorian Gray, d'accord, petite adaptation. À sa grande surprise, la personne qui se présente à lui à son arrivée n'est pas une octogénaire, mais une belle jeune femme. Fasciné, Io, le peintre, se met au travail, mais se rend compte rapidement que Madame Song cache des secrets terrifiants. Va-t-il pouvoir s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? Ah oui, on dirait une sorte de Dorian Gray un peu inversé. Bon, manifestement, ça fera 3 tomes, donc à lire très prochainement. Alors là, j'en ai terminé avec les mangas achetés chez mes libraires, mais il faut savoir que nous avions aujourd'hui à Brive la foire du livre. Et donc mes libraires étaient aussi à la foire du livre et étaient présents 4 auteurs. Je vais vous présenter les tomes de ces 4 auteurs et vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu obtenir comme échange avec eux. Nous avons d'abord Louis, qui est un adepte des réseaux. Vous avez peut-être vu passer. Alors Louis, il a écrit au départ, il m'a expliqué qu'il a été auto-édité. Il s'est auto-édité, donc là vous avez 2019. Il a fait Red Flower. Petite dédicace. Voilà. Je vais lui demander de me faire le méchant. Il a un trait plutôt intéressant. Ça se passe en Afrique. Il a laissé lui-même entendre qu'il était africain. Peut-être que ça se passe dans un endroit qu'il a réellement connu. Alors ça, si j'ai bien compris, ce sont des petites histoires. Voilà, c'est ça, il y a 3 histoires. Et ça, ce qu'il a fait en 2021, c'est plus épais. Et là, c'est la suite des petites histoires, ça va jusqu'à la 7e. Donc là, il y en a 4, plus du bonus, plus du fan art à la fin. Donc vraiment, il y a des trucs intéressants. Ensuite, il m'a donné ceci. Alors je crois que ça, c'était vraiment donné. J'ai acheté la totale, hein, donc ça, je crois que c'était donné. C'est lui qui a fait le scénario, mais il a laissé dessiner son pote Maxime. Donc c'est pareil, c'est une story. Voilà. Le Maxime dessine plutôt pas mal.
On voit que c'est surtout du crayonné, mais non, non, on est sur quelque chose de très sympathique. Donc je pense que je le lirai juste après les stories. Et ensuite, il m'a vendu aussi le Red Flowers, le tome 1, à savoir Le jeune coq et le soleil, qui a été manifestement primé à Angoulême, section jeunesse. Primé ou sélectionné, peut-être juste sélectionné. J'ai également une dédicace ici. Et il était très content d'être édité chez un grand éditeur, puisque c'est Glénat quand même. Donc, bon, Glénat, c'est l'éditeur historique. Il m'a dit que ça ferait... Combien il m'a dit que ça ferait de tomes? J'ai pas retenu 5 tomes. Entre 5 et 7 tomes, je crois. Non, entre 5 et 7 tomes. Ou alors c'est un autre qui m'a dit ça. Lui, c'est peut-être 5 tomes. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et en plus de ça, il y avait ces ex-libris qui sont, ma foi, magnifiques. Et derrière lesquels vous avez des proverbes. Hop. Ah oui, alors j'en ai deux en double. Et sinon, je les ai tous en fait. Voilà. C'est sympa quand même. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le premier auteur. Concernant le deuxième auteur, je triche un peu, puisque c'est Tohan avec son Run to Even que j'avais déjà, puisqu'il était passé tout début de ses dédicaces. Il était passé chez moi. Donc je pense que j'ai vraiment un de ses tout premiers tomes dédicacés. Alors lui, on est sur un niveau encore supérieur, vous voyez. Voilà, ce personnage. Et ça, c'est un manga que j'ai lu. Hein, quand je l'ai acheté, je l'ai vraiment fait monter au-dessus de la pile. Ce sera entre... Voilà, là c'est entre 5 et 7 tomes, c'est ce qu'il m'a dit. On est vraiment sur quelque chose de superbement bien dessiné. Mais vraiment, hein, c'est top qualité au niveau dessin. Le scénario est vraiment super sympa. Et à la fin du tome 1, il y a un cliffhanger de malade, mais qui remet totalement en cause le style de l'histoire. Alors je ne peux pas vous dire comment, parce que ce serait odieux de ma part, mais il se passe un truc. Voilà, je le revois encore là, c'est démentiel. Voilà, voilà. Ouais. Non, je peux pas vous montrer. Ouais. Ça, c'est du top niveau. Donc il a sorti le tome 1 en juin et il m'a dit qu'il sortirait le tome 2 en avril. Un auteur à suivre. Il est très sympa en plus. Le troisième auteur que je suis allé voir, c'est Néo. Néo qui a 25 ans. Qui est quand même scénarisé par Monsieur Renaud Lemaire, s'il vous plaît. Donc FreeQuest, le tome 1. La petite dédicace. Voilà. Alors, regardez, ça c'est son dessin. Et si vous tournez la jaquette, vous avez un dessin de Renaud Lemaire. Alors, la quête dont tout aventurier rêve. Notre histoire commence avec la jeune Théna, apprentie bretteuse et habitante de Little Island. Une île bien trop étroite pour sa témérité et sa soif de découvrir le monde. Une envie irrésistible de se rendre sur le continent ne la quitte pas. Et un mystérieux garçon errant qu'elle sauve in extremis du danger pourrait bien être son premier compagnon d'aventure, mais ils devront se méfier du cruel Mimas, véritable menace pour tout espoir de liberté. Voilà.
on part sur un petit shonen aux éditions Pika. D'ailleurs, je vais revenir sur le Red Flower, puisque je ne vous avais pas lu le pitch. J'en suis navré. Être un homme, c'est être responsable de ses actes. Kelly ne rêve que d'une chose, passer l'épreuve du Katafali afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement, le jeune garçon peine à intégrer la philosophie pacifique de son peuple et son impatience lui attire la colère de son père le roi. C'est alors qu'Anansi, le sorcier, a une vision d'Apocalypse. Le village va se faire envahir par des étrangers dotés d'un pouvoir aussi mystérieux que meurtrier. Projeté dans un conflit qui le dépasse et tiraillé entre violence, vengeance et vaudou, Kelly va découvrir que bien de devenir un adulte, c'est bien plus que de savoir donner des coups de poing. Alors, excusez-moi toutes ces petites erreurs de lecture, je crois que la fatigue me gagne. Je ne vous ai pas lu non plus le pitch de Run to Even, c'est vraiment un manga incroyable. 2036, alors qu'un conflit armé oppose les îles du Nord et du Sud, Dakareko, c'est une sorte d'île, c'est un archipel, Faye, personnage principal, c'est une nana, tente de vivre sa vie d'adolescente. Chaque jour, elle court le long du littoral dans l'espoir d'apercevoir le navire de sa mère, amiral, parti au combat. Marginale et passionnée, c'est pieds nus que la jeune fille décide de participer à la fête du sport, organisée durant la trêve des Jeux mondiaux. Mais la joie laisse rapidement place à l'horreur de la guerre et l'adolescente va devoir courir pour sa liberté. Non, vraiment, ça aborde différents thèmes, c'est incroyable. Le quatrième auteur, je n'ai malheureusement pas pu lui prendre de tomes ayant un fils exécrable lors des dédicaces. C'était tout simplement le frère de Renaud Lemaire qui dédicaçait le manga Everdark. Voilà. Donc, je verrai ce titre probablement une prochaine fois. Voilà, cette vidéo est terminée. Je me motive pour vous faire prochainement le bilan lecture de novembre, puis la visite de la Mangatech. J'ai vu que vous étiez plus de 300, on va bientôt atteindre les 350 abonnés, mais qu'est-ce qui se passe? À la base, je faisais ces vidéos uniquement pour moi, déjà. Ça me fait quand même plutôt plaisir que vous vous abonniez, que vous regardiez, que vous commentiez aussi, que vous mettiez des pouces bleus, waouh! Non, sachez que je gagne absolument rien avec cette chaîne, mais ça donne un petit côté familial. En plus, moi j'aime bien vous répondre. J'ai vu que vous étiez intéressé par le côté connaisseur de manga. Effectivement, c'est un petit peu ce que j'essaye de diffuser à travers ce personnage un petit peu misanthrope, qui n'est pas réellement moi, sachez-le. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir des choses sur moi, posez des questions, même les plus intimes, même les plus secrètes. Et nous ferons, comme tous ces grands youtubeurs, une foire aux questions dans les mois qui viennent. Pour ma part, je vous dis bonne nuit et je vous fais plein de gros bisous.